C'est le Culture Mag, votre journal des arts et du lifestyle dédié en grande partie aujourd'hui à Menachem Kadishman, peintre, sculpteur. Il était l'un des artistes israéliens les plus célèbres au monde et s'est éteint vendredi à Tel Aviv. Dans quelques instants, Serge Tiroche, galeriste, nous rejoindra sur le plateau. Il a été en lien très étroit avec l'artiste et nous parlera de la carrière de l'homme et de son héritage culturel. Puis vous verrez comment, à Tel Aviv, certains prennent encore le concours de l'Eurovision très au sérieux. Serge Tiroche, bonjour. Vous êtes galeriste et collectionneur d'art. Vous connaissiez très bien Menachem Kadishman. On va revenir tout de suite avec vous sur l'impact qu'il a eu dans le monde de l'art. Mais avant ça, je vous propose qu'on regarde ensemble ces images. Notre journaliste David Gombin a dressé un portrait de l'artiste qui nous a quittés vendredi. C'est l'un des symboles de l'art israélien à l'étranger qui vient de s'éteindre. Au cimetière de Kiryat Shaoul, dans le nord de Tel Aviv, c'est une foule compacte qui vient rendre un ultime hommage au peintre et sculpteur Menachem Kadishman. Une image revient, celle du mouton, symbole majeur de son œuvre. Dans le public, des proches, familles, amis, mais aussi l'ancien président Shimon Peres. Je pense qu'il voulait peindre des moutons pour que l'on comprenne que nous ne sommes pas les seuls à les observer. Il nous observe aussi. Notez que chaque mouton ou brebis possède ses propres traits. Elle regarde l'homme ou le spectateur et révèle chaque fois un autre caractère. Tantôt elle rit, tantôt elle se moque, elle est critique ou charmante. Kadishman et les moutons, c'est une histoire ancienne. En 1950, l'État d'Israël a 2 ans, lui 18. Il s'engage dans l'armée et parallèlement travaille dans le kibbutz d'Israël. Là, il devient berger. Cette rencontre avec les moutons va marquer sa vie. Il est frappé par leur caractère humain. Après l'armée, il part pour le Royaume-Uni, où il étudie à la St. Martin's School de Londres. Il se rapproche du mouvement minimaliste. Pierre, acier, métal, ses sculptures défient la gravité. Finalement, il reste 12 ans en Angleterre, se marie et aura 2 enfants. Puis, c'est le retour en Israël. En 1978, il est parmi les artistes qui exposent au pavillon Israël de la Biennale de Venise. En guise d'installation, il ouvre une bergerie et fait sensation en induisant les moutons de couleur. Ces têtes de brebis deviennent un motif récurrent de son œuvre. Une référence biblique au sacrifice d'Isaac, qui se fait polémique en invoquant la Shoah et en rendant hommage aux soldats israéliens envoyés au champ de bataille. Je ne me rappelle pas de ma vie sans guerre. Je suis arrivé à la conclusion que mon père était Abraham et que je suis Isaac et que mon fils est Isaac et ça continue. Menachem, comme ses proches l'appelaient, était connu pour ses brebis. Mais à Tel Aviv, son imposante statue Ascension, qui domine la place de la culture, est connue de tous. Une place rénovée par son ami Danny Caravan. J'ai une grande chance que je reste avec lui toujours dans le grand square de la culture, à côté de la Bima, où il y a son sculpture. Comme j'ai fait le square, je n'ai pas accepté de faire partir, de déplacer. Il reste là-bas, il était très heureux avec ça, et moi je suis aussi comme ça, nous reste toujours. Au-delà de son talent et de son succès, ses proches et ses amis se souviendront de lui pour son cœur extraordinaire. Il est parti pour l'hôpital. Il a demandé à sa fille de donner aux pauvres du pain. Chaque semaine, il donnait du pain aux pauvres. Il donnait beaucoup aux pauvres. Il avait le cœur plus large que sa physionomie. Homme engagé, peintre et sculpteur reconnu, Menachem Kadishman, le berger, n'est plus. Mais son œuvre est déjà rentrée dans la postérité. Ces moutons n'ont pas fini de beuler. Serge, eh bien, Kadishman, ce thème du mouton, cette énorme personnalité, quelle importance est-ce qu'il avait sur la scène artistique israélienne d'abord et puis mondiale? C'était un artiste très important en Israël et internationalement, mais je pense qu'il avait en fait presque 2 carrières différentes. En Israël, il est surtout connu pour ses moutons, qu'il a commencé à peindre d'ailleurs assez tard dans la vie, en 95. C'est vrai qu'il les a montrés, les vrais moutons, en installation à Venise dans les années 70, je pense que c'était 78, oui. Mais les peintures, il a commencé en 95. Mais à l'étranger, il est surtout connu pour ses sculptures à l'extérieur, en métal. Et il a des sculptures installées en Asie, en Europe, aux États-Unis, mais ses peintures ne sont pas très connues à l'étranger.
Quelle relation? Vous aviez une relation assez particulière avec lui, personnelle? Moi, oui, j'étais dans son studio plusieurs fois, mais c'est surtout mon père qui avait une très proche relation avec Menachke. Qui était galeriste également, votre papa qui était galeriste? Oui, moi je ne suis pas vraiment galeriste, mais je suis dans le monde de l'art, je gère un fonds d'investissement en art, mais mon père avait une galerie dans le temps à Tel Aviv et ensuite à Yafo. Et Menachke, voilà, on voit là sur l'écran des dessins que Menachke a fait de mon père. Donc c'est votre père qui est en portrait. Ça, c'est mon père, Jean Tiroche, oui, qui est décédé il y a 8 ans. Et ils étaient très proches pendant beaucoup d'années, ils se voyaient souvent. Et là, on voit des dessins de mon père faits par Menachke. Et dans chaque dessin, il y a un clin d'œil. Ici, il dit Jean Tiroche numéro 1. Ici, il parle de seulement le nez de Jean Tiroche, avec le Magen David, bien sûr. Le troisième image, c'est Jean Coès, ça veut dire Jean quand il est énervé. Mon père avait un caractère assez fort, oui. Et le dernier, ça m'a pris du temps pour déchiffrer ce qu'il avait marqué en bas, mais c'est écrit en hébreu, Jean Tiroche, mon ami. Donc il avait aussi beaucoup d'humour, Kadi Beaucoup d'humour. Quelles ont été ses inspirations majeures dans son œuvre? Je pense qu'il était très influencé par les grands artistes modernes, surtout en France, je crois, Picasso, Matisse. On voit les couleurs de Matisse et les formes de Picasso souvent dans ses sculptures. On voit bien sûr aussi des influences d'art africain, par exemple. Il a une œuvre que j'adore qui est très 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 importante. C'était en fait ce qu'il y a au musée juif à Berlin. Les masques, comme des masques par terre, des visages comme ça, mais en milliers. Il y a 2000 ou 3000 masques par terre en fer forgé comme ça. Et ça, on voit très clairement l'influence de l'art africain. Il était aussi très en prise avec la société, Kadi Ishman. La politique et l'histoire résonnent beaucoup dans son œuvre. La politique israélienne, il était très en relation avec tous ces problèmes politiques. Oui, tout à fait, comme nous tous. Il est né sur un kibbutz. Et ça a influencé son travail. Il a vécu la guerre, plusieurs guerres, bien sûr, ça a influencé son travail. La Shoah aussi a influencé son travail. Cette œuvre, d'ailleurs, dans laquelle je parlais, elle fait référence à la Shoah. C'est en plus d'être l'artiste que l'on connaît, c'était un homme extrêmement généreux, on l'a entendu d'ailleurs dans le reportage. Certains diront que c'est assez rare dans le monde de l'art, ce genre de personnalité. Est-ce qu'on peut le considérer comme un outsider? Je pense qu'en Israël, il était vraiment un soliste. Il ne faisait pas vraiment partie d'un groupe d'artistes. Il travaillait tout seul, il était complètement dédié à son travail. Il travaillait jour et nuit. Il a peint des milliers de toiles. Et il n'avait pas vraiment beaucoup, avec Danny Caravan un peu, mais je ne sais pas ses contacts avec les autres artistes. Donc c'était plus un solitaire finalement. Je pense qu'il était, oui, qu'un outsider. Ouais. Il est mort alors que la Biennale de Venise ouvre ses portes. Vous le mentionnez tout à l'heure, en 78, il y avait mené ses moutons, n'est-ce pas? Des moutons vivants. Des moutons vivants oui, jusqu'à la Biennale de Venise. Kadi Ishman, c'est un artiste très prolifique. Est-ce que ça ne l'a pas un peu desservi dans le monde de l'art? Le fait d'être si prolifique. Oui, je pense que pour le marché de l'art, c'est intéressant parce que c'est quand même un artiste, un des plus importants de l'histoire de l'art en Israël, mais ses peintures se vendent en vente publique, toujours très bon marché. Pour $2000, vous pouvez trouver une toile de Kadi Ishman. Et par contre, des jeunes artistes qui font des toiles aujourd'hui, ça se vend 3000, 4000, 5000 des fois. Alors c'est étonnant. C'est vrai qu'il en a fait énormément et je pense que ses prix vont augmenter au fur et à mesure. Ouais. Merci beaucoup Serge Tiroche. À suivre les derniers bains de foule pour le candidat israélien au concours international de l'Eurovision. C'est tout de suite après le highlight, l'événement qu'il ne faut pas manquer, sélectionné par le Culture Mag. Osvaldo Lamborghini, l'un des plus énigmatiques écrivains d'Argentine. Avec seulement 3 œuvres publiées de son vivant, il est devenu culte dans le monde hispanophone.
Mort en 1985 d'une attaque cardiaque à l'âge de 45 ans seulement, il a passé les 4 dernières années de sa vie à Barcelone. C'est dans la capitale catalane qu'il a produit le Teatro Proletario de Cámara, une œuvre visuelle considérable. Ce vaste étalage de collages en 7 volumes compile textes, photos et esquisses diverses et variées de façon éclectique et mystérieuse. Si un fac-similé a été publié en édition deluxe en 2008, l'original est présenté pour la première fois au Musée d'art contemporain de Barcelone. Vous découvrirez aussi les secrets de la fabrication de cette œuvre monumentale grâce aux carnets intimes de l'écrivain. Et vous comprendrez ainsi comment Osvaldo Lamborghini est devenu une référence de la littérature en espagnol. Allez, on ne va pas le cacher, c'est de plus en plus kitsch chaque année. Tous les ans, on se demande qui peut encore le regarder. Et pourtant, on en est déjà à la 60e édition. Je parle bien entendu du concours annuel de l'Eurovision. Il aura lieu cette année, le 23 mai à Vienne, grâce à la victoire de la sulfureuse Conchita Wurst. Et ici, à Tel Aviv, ils sont nombreux à prendre la compétition à cœur. Et ils se sont rassemblés dans une boîte de nuit pour soutenir à la délégation israélienne. Julien Baloul est allé à leur rencontre. Si dans certains pays d'Europe, le très kitsch et célèbre concours de l'Eurovision n'intéresse plus grand monde, en Israël, d'autres prennent la compétition très au sérieux. Et ils se sont retrouvés dans une boîte de Tel Aviv pour préparer le départ de la délégation israélienne à Vienne. Tout le monde sait que j'ai un rêve, aller à l'Eurovision avec une de mes chansons. Et cette année, ça se réalise. Alors avant qu'on prenne l'avion, j'ai organisé une fête. Au programme de la musique, des pizzas, de l'alcool, mais surtout des fans inconditionnels venus soutenir leur champion. Je vais à l'Eurovision tous les ans depuis 3 ans. C'est une expérience unique. Il y a là-bas une énergie qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je suis venue pour encourager l'équipe israélienne. J'espère que cette fois, on arrivera jusqu'en finale et qu'on l'emportera. Et leur champion, le voilà. Nadav a à peine 16 ans. Il y a quelques semaines, personne ne le connaissait. C'est sa victoire à l'émission de télé-réalité Rising Star qui l'a propulsé sur le devant de la scène et qui lui a donné le droit de représenter son pays à l'Eurovision. Depuis, sa vie a totalement changé. Beaucoup de répétitions, d'entraînements vocaux, sur scène, des essais de vêtements, des interviews comme on en fait en ce moment. On est très occupés, mais ça en vaut la peine et on le fait pour nous tous. La dernière victoire d'Israël à l'Eurovision remonte à 1998. Pire, le pays n'est pas arrivé en finale du concours depuis 2010. Alors évidemment, la question obsède un peu. Ce qu'il faut faire si vous aimez la chanson, c'est de voter pour nous, parce qu'on le mérite. Et puis Tel Aviv est tellement fun. Pensez l'Eurovision à Tel Aviv. Vous imaginez à quel point on va s'amuser? Votez Israël. Après un rappel en chanson des plus grands tubes des années précédentes du concours de l'Eurovision, le public est prêt à accueillir Nadav et le titre qui représentera le pays à Vienne dans quelques jours, Golden Boy. Alors Israël 12 points, réponse le 21 mai pour la demi-finale et peut-être le 23 pour la finale. Voilà, c'est un petit peu du Justin Timberlake aux consonances moyen-orientales. Bonjour Léa. Bonjour. On va changer complètement de ton avec vous. Vous allez nous parler de ce magazine autrichien, Le Vanguardiste, qui propose un numéro assez particulier ce mois-ci. Exactement, c'est un mensuel, un lifestyle, mode, gay, c'est à peu près l'équivalent du Lui français, sauf que voilà, ce numéro, ce mois-ci, est imprimé avec de l'encre mêlée à du sang. C'est le sang de 3 hommes diagnostiqués séropositifs. Alors l'objectif, c'est de lutter contre le stigmate social de ces personnes qui sont porteuses du VIH. Ce numéro, c'est un hors-série, il est imprimé à 3000 exemplaires et il ne sort pas cette semaine par hasard puisque cette campagne choc exhorte les lecteurs à s'interroger, à se questionner, à remettre ce sujet au centre des débats. Et les débats, ils auront lieu principalement le 16 mai prochain à Vienne pendant le Live Ball qui est le plus grand événement organisé en Europe pour lutter contre le sida.
Alors effectivement, c'est une campagne choquante. On a quand même, on a tout de même on a le droit de s'interroger sur les mesures de sécurité qui ont été prises. Bien entendu, oui. Cette campagne est accompagnée de mesures d'hygiène extrêmement strictes. Dans un communiqué, l'équipe rédactionnelle l'assure, c'est 100% safe, selon leurs mots. Le numéro a été conçu avec une agence de pub suisse et le directeur de cette agence a fait savoir que le sang a été pasteurisé dans une université autrichienne. Il l'explique dans le Daily Mail. C'est une procédure standard qui permet de désactiver tout type de virus présent dans le sang. C'est une procédure acceptée en Europe et qui est validée par l'université de médecine d'Harvard, donc aucun risque de contamination. Autre campagne qui fait parler d'elle, c'est la campagne anti-tabac en Thaïlande. Exactement, il est encore question d'encre cette fois-ci, mais cette fois-ci c'est de l'encre préparée avec du goudron qui vient de poumons de fumeurs décédés. Cette encre est distribuée dans des flacons et elle est utilisée pour signer des pétitions pendant les rassemblements de sensibilisation. Merci beaucoup Léa. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur notre site internet i24news.tv. Bon retour sur la planète Terre.